Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le TD sur la protection des personnes. Donc, il s'intitule Étude d'un défaut d'isolement. Donc, on va voir ce qui se passe en cas de défaut d'isolement sur un appareil, qui peut être voilà, une machine à laver, un grille-pain, un four chez vous, ou côté industriel sur un moteur, sur une machine, sur bon, peu importe. On attaque par considérer un petit peu ce que c'est un schéma de liaison à la Terre. Alors, on n'en a pas parlé en cours. Il y a différents types de schémas de liaison à la Terre, ce qu'on appelait avant régime de neutre. Donc en France, on utilise énormément le schéma de liaison à la Terre TT. Donc ça veut dire, le premier T veut dire que le transformateur haute tension, basse tension de distribution, donc celui qui passe le 20 000 volts, moyenne tension, haute tension, au 400 volts entre phases, en triphasé, est couplé en étoile au secondaire, et son neutre est relié à la Terre. Donc le T, c'est pour Terre ici. Et puis, donc via une résistance de prise de terre qui est Rn. Alors, qu'est-ce que ça veut dire relié à la Terre? Ça veut dire que le centre de l'étoile qui est ici est relié à la Terre via un piquet de terre qui est planté dans la Terre. C'est un piquet en cuivre ou en aluminium. Donc ça, c'est à l'intérieur du transformateur qui est dans le quartier, pas très très loin des installations électriques. Donc, vous avez ça un petit peu partout. Le deuxième T de schéma de liaison à la Terre TT signifie que toutes les masses, donc tout ce qu'on appelle masse, les carcasses métalliques des appareils, donc l'extérieur métallique des appareils, est relié à la Terre également, donc deuxième T pour Terre, par le conducteur de protection électrique, qu'on appelle aussi protection équipotentielle. C'est ce qu'on appelle vulgairement le fil de terre. Et donc, même chose, donc ça, sous chaque maison, chaque installation industrielle, chaque bâtiment, etc., un piquet de terre, donc planté dans la terre, euh, et qui a une résistance de prise de terre qui est pas nulle. C'est la résistance pour que en gros les électrons passent du piquet de terre dans la Terre. C'est la résistance locale de contact. Alors on va commencer par travailler sur le contact indirect. Donc qu'est-ce que c'est un contact indirect? On va avoir un défaut d'isolement dans un récepteur. Oups. Euh, on va avoir un défaut d'isolement, c'est-à-dire que le fil dénudé de la phase, alors ici c'est sur la phase 3, mais peu importe, ce serait pareil sur la phase 1 ou sur la phase 2, ou ce serait pareil en monophasé aussi. Donc le fil dénudé de la phase 3 touche la carcasse métallique du récepteur. Alors il ne touche pas forcément très bien, ça peut être voilà, un fin contact, ça peut être avec de la peinture, avec de la corrosion, etc. Donc on va souvent considérer qu'il y a une résistance de défaut à ce niveau-là. Alors pour l'exercice, j'ai choisi de prendre une résistance de défaut nulle, c'est-à-dire j'ai un parfait contact avec le fil, entre le fil dénudé et la carcasse métallique de l'appareil. Mais ça pourrait ne pas être le cas. Alors ça pourrait aussi être, voilà, il y a un peu d'eau dans l'appareil qui fait qu'il y a contact entre un fil de phase et la carcasse métallique, l'extérieur métallique de l'appareil. Ça pourrait être une résistance chauffante par exemple qui a un défaut, qui va trop chauffer, un fil qui a frotté sur une tôle, etc. Alors on va commencer par tracer le circuit de défaut, du courant de défaut. Donc seulement le courant de défaut, il faut imaginer que ça va se superposer avec d'autres courants qui alimentent normalement ce récepteur 1 ou le récepteur 2 ici. Donc ici on a un contact entre le fil de la phase 3 et la carcasse. Alors je vais le symboliser ici comme ça sous forme d'un petit éclair. Alors il faut savoir que ça va pas être un courant très très important, on va le calculer ensuite, vous allez voir ça. C'est pas forcément un courant très très important, donc c'est pas forcément un arc électrique très important, mais c'est simplement, voilà, j'ai un défaut ici avec une certaine résistance de défaut que je vais appeler RD. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc ça c'est le rectangle qui est dessiné ici, c'est la carcasse métallique de l'appareil. Et puis vers où va aller ce courant de défaut? Il va parcourir la carcasse métallique de l'appareil. Il va aller ensuite, alors vous voyez que la carcasse métallique de l'appareil et celle de cet appareil-là aussi sont reliées à la Terre via le fil PE, protection électrique, le fil vert jaune, le fil de terre. Alors il est relié souvent par son, enfin presque tout le temps par son alimentation. Donc sur la prise de courant, vous avez une borne de terre qui est reliée derrière un fil vert jaune qui est relié finalement à un piquet de terre. Donc le courant va partir par là et puis va partir vers la Terre.
Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc le courant va, alors pour qu'il y ait un courant qui circule, il faut qu'il y ait un circuit fermé. Donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, le courant va circuler dans la Terre. Voilà. Ça se met à déconner. Je sais pas pourquoi ça arrive assez fréquemment. Je suis peut-être trop bas sur la page, peu importe. Voilà. Donc le courant va circuler dans la Terre. Alors ça paraît un peu bizarre parce que la Terre, c'est pas forcément un très bon conducteur, mais en fait, la résistance d'un conducteur, c'est sa résistivité fois la longueur sur la section de passage du courant. La longueur, elle est assez importante, hein, ça peut être quelques centaines de mètres, jusqu'au transformateur EDF d'alimentation. Mais la section de passage du courant, elle est aussi grande que l'on veut, hein, c'est la taille de la Terre, donc finalement la section, elle est, on peut la considérer comme infinie, en gros. Donc la résistance de prise pour le passage du courant dans la Terre, elle est négligeable. Hormis donc les résistances de contact hein, qu'on a au niveau du piquet de terre, de la résistance de prise de terre de l'installation, hein, qu'on appelle RU, et puis la résistance du piquet de terre hein, du neutre du transformateur d'alimentation, donc ça c'est côté chez EDF. Donc le courant, en fait, il va pouvoir remonter par ici, et puis d'où il est venu ce courant? Ben, il est venu de la phase 3. Encore une fois, il se superpose aux autres courants. J'essaye de suivre le trait, c'est pas très facile. Donc voilà la boucle de défaut, ce qu'on appelle la boucle de défaut. Donc c'est là-dedans que va circuler le courant de défaut. ID, hein, c'est le même courant partout, etc. Qu'est-ce que j'ai comme tension d'alimentation de cette boucle, hein, de ce circuit? C'est la tension ici que je vais avoir entre phase 3 et neutre. C'est la tension V3. Donc voilà le circuit du courant de défaut. Donc on va passer dans des fils qui ont une résistance négligeable, la résistance de défaut, la résistance de prise de terre de l'installation, plus la résistance de prise de terre du transformateur d'alimentation. On va passer sur la page suivante. Alors j'ai remis ici le circuit de défaut. Je peux peut-être faire apparaître ici la tension V3. Et puis le but du jeu, c'est de réaliser le schéma équivalent du parcours du courant de défaut. Donc là, j'ai préparé un petit schéma à l'avance. Donc normalement, je suis que sur la phase 3 hein, ici. D'ailleurs, je peux peut-être l'ajouter ici que je vais considérer que la phase 3 est le neutre. Donc je m'intéresse que à cette boucle de défaut. Donc normalement, entre phase 3 et neutre, j'ai une certaine impédance, ça c'est l'impédance normale du récepteur. Alors le récepteur peut être en fonctionnement, il peut être à l'arrêt, auquel cas l'impédance est infinie, mais peu importe, hein, c'est pas ça qui veut nous intéresser, donc il y a sûrement un courant normal qui circule dans cette boucle-là. Ce qui va nous intéresser, c'est que entre la phase, donc à l'intérieur de l'appareil, hein, que j'ai symbolisé ici en jaune, j'ai un défaut, donc je vais avoir un courant de défaut qui va circuler. Donc j'avais pas mis ce petit trait là. Donc je vais relier ici tout ça. Donc j'ai une résistance de défaut entre la phase 3 et la carcasse de l'appareil. Qu'est-ce qui va se passer? Alors la carcasse métallique de l'appareil est reliée à la terre via une résistance de prise de terre que je vais pouvoir appeler, donc ici c'est RU. Et en fait, le courant va longer la carcasse métallique, hein, comme il le fait ici. Donc il va passer le long de la carcasse. Ensuite, donc là on est arrivé dans la Terre, à ce niveau-là. Je vais peut-être l'écrire aussi. Donc là on est dans la Terre. Là c'est le conducteur de protection électrique, donc le conducteur vert jaune, ce qu'on appelle vulgairement le fil de terre. Et puis le courant va remonter hein, par la prise de terre du neutre du transformateur d'alimentation. C'est celle qu'on appelle RN ici. Donc j'ai un certain courant normal qui alimente mon récepteur, ou pas, hein, si le récepteur est
éteint, pourquoi pas. Et puis ici, je vais avoir ce courant de défaut qui va, alors je m'intéresse pas au reste, mais qui va circuler, qui va aller là-dedans, ici, qui va circuler dans la Terre et puis qui va remonter. Donc j'ai bien une tension V3 aux bornes de cette boucle qui est composée de 3 résistances en série. Alors pour calculer la valeur du courant de défaut, justement j'ai une association de 3 résistances en série avec une tension V3 aux bornes. Donc je peux simplement écrire que V3 c'est la résistance globale de la boucle qui est la somme des résistances, donc c'est RD plus RU plus Rn fois ce courant ID, ou encore, ce qui m'intéresse c'est calculer ID, ça va être V3 sur RD plus RU plus Rn. Alors si je fais l'application numérique, le courant de défaut, ça va être donc la tension V3, c'est une tension entre phase et neutre, c'est bien la tension simple. Pour un réseau 230-400, ce sera 230 volts divisé par, et puis ici j'ai pris RD égale 0. On pourrait chercher à savoir ce qui se passe si c'est 20 ohms, 50 ohms, etc. RU c'est 50 ohms, c'est la résistance de prise de terre de la maison, de l'installation, etc. Et puis Rn, c'est une valeur qui est normalement assez basse, ça va être 10 ohms. Donc si je fais ce calcul, 230 divisé par 60, je vais trouver un courant d'environ 3,83 ampères. Je vous disais, c'est pas forcément un courant si extraordinaire que ça, ce courant-là serait pas détecté par un disjoncteur classique où il va pas être coupé par un fusible. Au niveau de la tension de contact, alors la tension de contact, c'est la tension qu'on va trouver qui serait soumise à une personne qui serait en contact avec cet appareil en défaut. Donc, la personne, elle toucherait la carcasse métallique et elle touche en même temps la terre. Donc la tension de contact, on va la trouver, je vais la faire figurer ici, donc entre la carcasse métallique et puis la terre. Je vais aussi pouvoir la faire figurer sur le schéma ici, donc cette tension de contact, elle est entre la carcasse métallique, qui est aussi au même potentiel que le conducteur de protection électrique, le PE, et puis donc la Terre. Donc ça c'est UC. Alors pour calculer cette tension de contact, c'est tout simple, maintenant j'utilise simplement la loi d'Ohm. UC, une fois qu'on a bien réussi à la localiser, ça va être résistance fois courant, donc RU fois ID, sachant qu'on a déjà calculé ID autrement. Donc si je fais l'application numérique, pour voir ce que ça donne ici, UC, ça va être donc la valeur de RU que j'ai choisi dans l'exercice, c'est RU, c'est 50 ohms, pardon, fois 3,83. Ça donne environ 192 volts. Donc 192 volts, c'est pas mal. C'est justement l'objet de la question suivante. Conclure quant à la sécurité des personnes. Alors pour conclure, on va dire que 192 volts c'est important. On va le comparer à une valeur classique. UC est supérieur à ce qu'on appelle la tension limite de sécurité UL, qui est 50 volts en milieu sec. C'est celle que j'ai choisie pour cet exercice, mais ce serait 25 volts en milieu humide, c'est-à-dire un chantier, une salle de bain, etc. Donc si UC est supérieur à UL, 192 volts c'est bien plus grand que 50 volts, donc c'est largement possible que ce soit létal. Donc il y a danger pour les personnes. Alors pour l'instant, personne n'est en contact avec l'électricité. Le défaut
est apparu, et aussitôt il y a un courant de défaut qui est parti à la Terre. Et pour l'instant, j'espère que personne n'est en train de toucher la carcasse métallique de l'appareil. C'est un cas qu'on étudiera dans une partie suivante, dans la question A7. Alors, quelle doit être la valeur maximum de la sensibilité du différentiel, du dispositif différentiel? Donc, je vous rappelle qu'il fait la différence entre courant entrant et courant sortant sur un récepteur. Alors, en triphasé, il fait la somme des quatre courants, I1 plus I2 plus I3 plus IN. Et normalement, cette somme de courant à chaque instant t est toujours égale à 0. Ici, il y a du courant qui va à l'aller dans le récepteur, mais qui part vers la Terre et donc qui revient pas au retour par notamment le neutre. Donc ici, ce qu'on veut, je crois que j'avais préparé. Voilà. Ce qu'on veut, c'est que dès que la tension de contact est supérieure à tension limite de sécurité, donc dès qu'il y a un danger, on veut que le courant de défaut soit détecté. Et pour qu'il soit détecté, il faut que le courant de défaut soit supérieur à ce qu'on appelle I delta N, c'est la sensibilité du différentiel. Donc on veut, voilà, on veut, c'est un peu paradoxal, mais on veut un courant de défaut le plus grand possible pour pouvoir le détecter facilement. Or, on sait que ID c'est UC sur RU, hein, d'après la relation qu'on avait vue à la question A4. Donc, on veut que la sensibilité du différentiel, I delta N, doit être inférieure ou égale à UL sur RU. Dès que UC est supérieur à UL, il y a danger. Donc pour UL égale 50 volts et RU égale 50 ohms, on va trouver que la sensibilité du différentiel doit être donc inférieure à 50 sur 50. Donc I delta N inférieur ou égal à 1 ampère. Donc ça c'est pour les contacts indirects en milieu sec. Alors en milieu humide, hein, donc si la tension limite de sécurité UL est égale à 25 volts seulement en milieu humide, je vais écrire ici, en milieu humide, on veut que I delta N soit inférieur ou égal à, donc toujours UL sur RU, mais ici c'est 25 sur 50, et ces valeurs ne sont pas choisies au hasard, hein, c'est-à-dire que 25 sur 50 c'est 500 mA. Alors cette valeur justement, elle est assez particulière, puisque c'est la valeur de la norme pour protéger contre les contacts indirects. Oups. Alors là, c'est possible que ça passe derrière ma caméra. Bon, c'est pour protéger contre les contacts indirects. Alors, une petite note aussi hein, que j'avais préparée à l'avance pour aller un petit peu plus vite sur la vidéo. Il nous faut RU, la résistance de prise de terre de l'installation, hein, de la maison, l'installation industrielle, peu importe, la plus faible possible. Alors pourquoi? Parce qu'on veut que le courant de défaut hein, soit le plus fort possible pour être détecté facilement. Si j'ai une mauvaise prise de terre, donc ça peut arriver si on a un sol notamment argileux et qu'il fait très sec par exemple, donc il y a la résistance le contact entre le piquet de terre et la terre est un peu mauvais, et donc la résistance de prise de terre s'élève dans ce cas-là. Alors si je fais le calcul de courant de défaut pour cette valeur de 500 ohms au lieu de 50 ohms, je vais trouver 230 sur 0, hein, toujours la résistance de défaut, plus 500 RU plus 10 c'est RN, je vais trouver environ 450 mA, et ça va être non détecté par un différentiel de sensibilité 500 mA. Pourtant, la tension de contact,
qui est RU fois ID, je l'ai calculé à l'avance, c'est environ 225 volts, donc c'est largement possible de tuer avec cette valeur-là. Donc il faut faire très attention à avoir une bonne prise de terre dans sa maison. Donc à la construction d'une maison, c'est des mesures qui se font. Voilà, ils vont mesurer, les constructeurs vont mesurer la résistance de la terre autour de la maison. Si elle est trop élevée, on va mettre plusieurs piquets de terre, voire ce qu'on appelle une boucle en fond de fouille. Donc c'est sous les fondations de la maison, on fait passer un fil de cuivre dénudé qui est relié à la terre de manière à avoir un bon contact entre le fil de terre et la terre. Alors, un cas un petit peu particulier, en général, qui n'est pas étudié dans ce genre de situation, c'est qu'est-ce qui se passe si une personne touche la carcasse du récepteur au moment de l'apparition du défaut. Alors, c'est un cas qui est assez peu étudié. Oups, je reviens, pardon. C'est un cas qui est assez peu étudié parce que normalement, il y a personne qui touche au moment où la machine à laver fait son défaut, etc. Alors, c'est quand même un cas qui est intéressant, qui peut arriver, je pense, si on déplace un appareil, par exemple, qui est relié, un appareil mobile, un appareil de chauffage, par exemple, et que on tire sur le câble au moment où on est en train de déplacer et que le défaut apparaît, le fil à l'intérieur de l'appareil, d'un radiateur par exemple, touche la carcasse au moment où on est en train de le déplacer. On n'est normalement pas en train de toucher sa machine à laver en continu c'est un cas qui peut quand même arriver. Alors et puis c'est intéressant. Donc je vais essayer de représenter. Donc là je vais avoir un bonhomme que je classe ici qui va avoir. Alors je le représente avec une certaine résistance interne. Et puis le bonhomme malheureusement il touche aussi la terre. S'il touche pas la terre, il n'y a pas de problème. Je vais lui faire un petit sourire, peut-être un petit sourire crispé, peut-être que les cheveux se dressent sur la tête, bon, on va voir ce qui se passe. Alors, je fais apparaître ce bonhomme avec une certaine résistance interne. Alors, on prend souvent la résistance dans les cas les plus défavorables, c'est 1000 ohms, on espère faire plus, mais voilà, ça peut arriver si on a les mains mouillées, voilà, si on est pieds nus dans une flaque d'eau, ce genre de choses. Bon, normalement, il n'y a pas de flaque dans une maison, mais bref. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le schéma qu'on avait obtenu tout à l'heure, c'était celui-ci. Je vais rajouter à ce schéma la personne qui touche la carcasse. Alors, la personne touche la carcasse et la terre à la fois. Donc, elle est entre la carcasse et la terre. La carcasse, elle est en jaune ici. Voilà, elle est au même potentiel que ce point-là. Et je vais donc rajouter ici une résistance, donc qui va se trouver en parallèle de RU. C'est pas très facile de dessiner en live comme ça, mais ça va aller. Et donc cette résistance que j'ai ajoutée, donc c'est la résistance de la personne, c'est RH. Voilà. Donc on va retrouver ici, j'avais fait en vert je crois avant, donc la tension aux bornes de la personne, c'est UC, donc la tension de contact. Donc ici, le courant de défaut va se diviser en deux. Un qu'on peut appeler IF, le courant de fuite à la terre, et puis une partie qui va s'appeler IH, un courant qui passe par l'humain, qui touche la carcasse. Alors on va faire le calcul, voir ce que ça donne au niveau du courant de défaut. On va voir qu'il ne va pas être très changé. Là, il y a mon bonhomme qui reste. Voilà. Et on va pouvoir arriver au calcul du courant qui passe par la personne. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? J'ai à ce niveau-là, peut-être entouré en jaune plutôt, deux résistances en parallèle. Donc je vais, mon circuit de défaut il est toujours RD, ces deux résistances en parallèle et puis RN. Alors je peux calculer la résistance équivalente de RU en parallèle avec RH. Alors on avait vu ça au début du semestre, c'est 1 sur R équivalent, c'est 1 sur RU plus 1 sur RH, mais il y a aussi cette relation qui est intéressante à se rappeler. Elle vient de là, elle vient de la mise au même dénominateur des deux fractions, donc c'est RU RH sur RU plus RH.
Alors, si je fais ce calcul, hein, donc c'est 1000 fois 50 sur 1000 plus 50, et en fait, voilà, 1000 plus 50 c'est quasiment 1000, hein, donc c'est voilà, c'est 50 fois 1000 sur 1000, ça fait environ 50. Alors ça va être un petit peu plus faible. C'est la propriété des résistances en parallèle, en dérivation, c'est que plus on met des résistances et plus la résistance équivalente est petite. Donc je trouve, bon, ça va pas beaucoup changer, mais c'est 47,6 au lieu de 50 s'il y avait seulement RU. Donc, le courant de défaut, lui, il va pas beaucoup changer non plus. Donc, on va avoir ID, c'est V3 toujours sur la résistance de défaut 0 plus la résistance équivalente, hein, RU-RH sur RU plus RH, plus Rn. Et donc ce courant de défaut, alors il augmente un tout petit peu puisque la résistance globale, hein, de la boucle de défaut est un peu plus faible, et j'obtenais 3,99 ampères. Donc ça n'a pas changé grand chose pour le courant de défaut, mais ça va changer quelque chose pour la personne, hein, qui touche la carcasse métallique. Alors la tension de contact, elle, ça va être, donc c'est aussi cette résistance équivalente fois ID. Je vois que la tension de contact, elle est aux bornes de ces deux résistances en parallèle. Et donc si je fais ce calcul, ça fait environ 190 volts. Je vais mettre environ ici. Pas grand changement, hein, par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, c'était 192, là c'est 190, mais là où ça va changer quelque chose, c'est pour la personne qui est en train de toucher la carcasse au moment de l'apparition du défaut, encore une fois, donc avant qu'il y ait coupure de l'alimentation par le différentiel. Alors je peux calculer IH, hein, maintenant que je connais l'UC. IH, ça va être RH fois, fois excusez-moi, n'importe quoi. Donc ça va être UC sur RH, IU sur R, hein, oui, ça va mieux. Et je vais trouver un courant de défaut donc qui passe par la personne de 190 sur 1000, hein, 190 milliampères. Alors encore une fois, on a pris la résistance de défaut dans le cas le plus défavorable, 1 1000 ohms. On pourrait refaire le calcul pour 2000 ohms, 5000 ohms, etc. Mais, donc, hein, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, c'est que IH est supérieur au seuil fatidique des 30 mA, hein, qui peuvent entraîner la mort. Donc, évidemment, il y a danger. La personne est parcourue par un courant qui peut largement la tuer. Alors, question A8 maintenant, on va envisager le cas de si la carcasse de l'appareil n'est pas reliée à alors là on n'a plus de personne, hein, qui touche la carcasse. Donc la carcasse de l'appareil n'est pas reliée à la Terre par le fil de terre, le fil PE. Que se passe-t-il lors de l'apparition du défaut? Je crois que j'avais préparé des choses, oui. Tout simplement, ainsi, alors je vais peut-être simplement effacer sur le schéma précédent tout ça. Donc j'ai plus de personne, hein, qui touche. Et puis, en fait, le fil il est coupé. Voilà. Donc soit on n'a pas relié à une prise de terre, soit le fil vert jaune est coupé, hein, etc. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, vous voyez que peut pas y avoir de courant de défaut puisque la boucle est ouverte. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de courant de défaut. Donc, forcément, s'il n'y a pas de courant de défaut, mais il y a quand même un défaut sur l'appareil, hein, il n'y a pas de détection du défaut. Et donc, s'il n'y a pas de détection du défaut, hein, le courant de défaut n'est pas supérieur à la sensibilité du différentiel, donc il n'y a pas de coupure de l'alimentation. Donc l'appareil en défaut reste en défaut, hein, reste alimenté, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que quelqu'un vienne toucher la carcasse de l'appareil, donc une personne vient toucher. À ce moment-là, va y avoir un courant de défaut qui va apparaître, mais c'est un courant de défaut qui va être seulement par la personne. Hein. J'aurai juste entre la carcasse et la terre RH. Donc la tension de contact dans ce cas-là, elle vaut 230 volts. Directement, c'est comme si on touchait en fait un fil électrique sous tension. Donc c'est quelque chose qu'on verra dans la partie grand B, hein, dans la partie contact direct. C'est équivalent à un contact direct. Donc si un appareil n'est pas relié à la Terre,
par le fil vert jaune, par le fil de terre, eh bien, s'il a un défaut, bah, c'est comme si, et qu'on vient toucher la carcasse, c'est comme si on venait toucher directement un fil, en gros. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, il y avait la question, si une personne touche la carcasse métallique de l'autre récepteur, donc celui qui est pas en défaut, puisque les masses sont interconnectées, hein, vous pouvez le voir sur le schéma, bon, je ne l'ai pas fait apparaître, l'autre récepteur présente aussi les mêmes dangers. On en arrive à la partie conclusion sur les règles de protection des personnes contre les contacts indirects. Donc pour l'instant, on n'est que sur les contacts indirects. Donc, c'est-à-dire, voilà, je touche un matériel qui a un défaut. Alors qu'est-ce qu'il faut pour assurer la protection des personnes au mieux? Donc pour protéger contre les contacts indirects, les masses métalliques doivent être liées à la terre. C'est très très important, donc les appareils doivent être branchés sur une prise avec borne de terre, etc. Je rappelle ici, hein, avec une résistance de prise de terre la plus faible possible pour avoir un courant de défaut assez élevé pour pouvoir le détecter. Et puis donc les masses doivent être liées à la terre, hein, les carcasses métalliques, les tuyaux de chauffage, tous les réseaux d'eau aussi, tout ce qui est métallique, pas trop loin d'électricité. Et puis bien entendu, le différentiel, hein, c'est lui qui va pouvoir agir, il va être indispensable. Il va pouvoir détecter le défaut dès l'apparition du défaut, avant qu'il y ait une personne qui soit parcourue par un courant potentiellement mortel. On va passer maintenant à la partie contact direct. Alors ça va être beaucoup plus rapide. Vous allez voir ça. Donc ici, il ne s'agit pas d'un défaut dans l'appareil, mais un bricoleur du dimanche qui démonte sa prise. Alors là, je suis en triphasé, hein, donc c'est peut-être pas le cas à la maison, mais bon, peu importe, hein, ça peut être dans une installation électrique. Quelqu'un qui vient toucher directement la phase 1. Alors forcément, va y avoir un courant de défaut qui va passer par la personne. Oups. Qui va passer dans ses jambes. Alors si les deux pieds touchent par terre, bah, va y avoir le courant va se séparer entre les deux jambes, bon, peu importe. D'où il est venu ce courant? Mais il est venu de la phase 1. On va retrouver une boucle similaire à ce qu'on avait sur la partie grand A. Et puis, bah, comme tout à l'heure, hein, le courant va passer par la terre. Alors, même si on a des chaussures, hein, on se dit que les semelles sont isolantes, bah, pas suffisamment. Enfin, il va se répartir un peu partout dans la terre et il va remonter par le neutre. Hein. Oups. J'y arrive pas. Alors quelle tension j'ai aux bornes de cette boucle? C'est la tension ici entre phase 1 et neutre, c'est V1. Alors quel courant de défaut donc passant par la personne, je vais l'appeler directement IH, hein, le courant qui passe dans l'humain ici, bah, ça va être V1 sur, puis j'ai quoi comme résistance? J'ai RH, alors RH ça comprend tout, hein, ça comprend la résistance de contact entre la main et le fil, et aussi la résistance de contact entre les pieds et la terre, même si on a des chaussures, etc. Donc ça va être V1 sur RH plus Rn seulement. Donc ça va me faire toujours 230 volts, tension entre phase 1 et neutre, sur 1000 plus 10, bon, ça va faire quasiment 230 mA, hein, 230 sur 1000, ça fait 227 mA. Donc, encore une fois, bah, c'est largement supérieur au seuil de 30 mA. Donc, évidemment, bon, on le sait déjà, hein, que quand on touche un fil électrique sous tension, on est en danger, sous une tension importante, ici 230 volts. Évidemment, il y a danger. Hein, ça pourrait entraîner la mort assez rapidement. Donc, question B3, un dispositif différentiel de sensibilité, donc c'était celle qu'on avait calculée tout à l'heure, hein, c'était la valeur de la norme pour protéger les personnes contre les contacts indirects. Donc est-ce qu'un dispositif différentiel de sensibilité I delta N 500 mA suffira à protéger la personne? Bien sûr que non. Hein, si I delta N égale 500 mA,
on n'a pas de détection de défaut, hein, on est en dessous de la sensibilité. Donc s'il n'y a pas de détection du défaut, pas de coupure d'alimentation. Et ça, c'est pas terrible, parce que si on touche un fil, on aimerait bien être quand même protégé. Donc il n'y a pas de coupure d'alimentation. Vous savez en plus que quand le courant parcourt le corps humain, on va avoir tétanisation des muscles. Donc si je touche le fil avec l'intérieur de la main, je vais avoir la main qui va se serrer et je vais pas pouvoir desserrer. Si je touche avec l'extérieur de la main, le contact va être plutôt meilleur, mais on va avoir tendance à, obligatoirement, c'est un réflexe qu'on peut pas contrôler de toute façon, on va se dégager. Mais si c'est avec l'intérieur de la main, si c'est sur une poignée ou quelque chose comme ça, on va pas pouvoir se dégager. Et puis la mort va forcément finir par arriver, pas forcément très rapidement. C'est peut-être relativement désagréable. Donc on va arriver à la protection, voilà, conclure sur les règles de protection des personnes contre les contacts directs. Donc, j'ai déjà fait apparaître le résultat. Donc pour protéger contre les contacts directs, ou en cas de rupture du PE, hein, donc si on a relié notre équipement à une prise sans borne de terre, ou le fil de terre est coupé, etc. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il faut un dispositif différentiel, donc le DDR, de haute sensibilité. Alors de haute sensibilité, ça veut dire que sa sensibilité doit être faible. Enfin, sa valeur doit être faible, il doit être très sensible. Ce terme sensibilité est un peu particulier, mais il va falloir un différentiel, un disjoncteur différentiel, hein, très souvent, de 30 mA en fait. Dès qu'on a un courant supérieur à 30 mA, s'il passe par une personne, il y a potentiellement danger pour la personne. Alors il existe aussi même des différentiels de sensibilité 10 mA. Alors ils sont assez peu utilisés encore. Alors ce serait plutôt pour voilà, protéger dans des salles de bain, etc. Ils sont assez peu utilisés encore, puisqu'on a facilement quand même des petits courants de défaut qui vont, surtout sur une installation ancienne, hein, si on essaye de mettre un différentiel de 10 mA, il risque de déclencher un peu tout le temps. Autre chose, donc ce différentiel, hein, qui doit détecter ce courant qui passe par la personne, il doit couper rapidement, évidemment, le plus rapidement possible, de manière à assurer au maximum la protection des personnes. Ça peut pas être une protection totale, puisque même si le courant voilà, passe par la personne pendant seulement 10 millisecondes, il y a quand même risque de fibrillation cardiaque irréversible, par exemple, donc le cœur qui se met à battre n'importe comment, et puis ça peut entraîner la mort. Mais quand même, plus le temps de passage du courant est faible, et plus on va avoir de chances de sauver la personne. Et puis une petite note en passant, le différentiel ne limite pas la valeur du courant qui passe par la personne. Donc il va limiter le temps de passage du courant qui passe par la personne en cas de contact direct. Voilà qui conclut cet exercice. J'espère que vous aurez bien compris. N'hésitez pas à poser des questions par courriel, par exemple. Je vous remercie.